Hello mes enfers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Roderick Justin Farrell naît le 28 mars 1980 à Murray. C'est situé dans le comté de Calloway, dans l'État du Kentucky. Sa mère, Sandra John Gibson, et son père, Rick Alan Farrell, n'ont alors que 17 ans lorsqu'ils accueillent leur premier enfant. 9 jours après sa naissance, ils se marient, mariage qui se soldera par un divorce quelques semaines plus tard. Le père quitte la famille pour suivre une carrière militaire, donc Sandra se retrouve seule pour élever son fils. Heureusement, elle a l'aide de ses parents, donc le petit Farrell grandit avec sa mère et ses grands-parents maternels qui sont Harold et Rosetta Gibson. Leur maison est située à Murray, au numéro 906 de la rue Broad Street. Farrell grandit dans une famille économiquement défavorisée qui vit quasiment exclusivement des subventions d'État et de la pension des grands-parents. Farrell et sa mère ne vivent pas toujours chez les grands-parents, ils y vivent par intermittence et lorsqu'ils n'y sont pas, ils sont dans des logements sociaux. Pour gagner un peu d'argent, sa mère travaille comme danseuse exotique et parfois travailleuse du sexe. Sa mère est passionnée de culte et plus particulièrement des vampires. Cela ne l'a jamais vraiment quittée puisque plus tard, on découvrira, lorsqu'elle avait 35 ans, elle a essayé d'avoir des relations sexuelles avec un adolescent de 14 ans dans le cadre d'un rituel vampirique. On y reviendra plus tard. Pas étonnant donc qu'à l'âge de 5 ans, Farrell développe une fascination morbide pour les vampires. Farrell affirme plus tard qu'il aurait été violé par son grand-père lorsqu'il avait 5 ans. Malheureusement, ça n'a pas été prouvé. Et il n'y a eu aucune accusation de portée contre son grand-père. Dès l'âge de 10 ans, Farrell fait face à des troubles du comportement. Il se mutile les bras avec une lame de rasoir dans le but de se faire mal volontairement. Lorsqu'il est pris d'une rage intense, il se tape la tête contre les murs, si fort qu'il attend de perdre connaissance pour arrêter. En 1993, Rod, sa mère ainsi que ses grands-parents déménagent à Eustis. C'est une ville située à 45 minutes d'Orlando. Eustis, c'est une petite ville tranquille de 15 000 habitants, du moins à l'époque. Et à Eustis, il y a un cimetière qui s'appelle Greenwood Cemetery et qui apparemment serait hanté. Depuis la fin des années 1800, le fantôme d'une femme aurait été vu et entendu en train de pleurer sur une tombe. L'endroit parfait pour quelqu'un qui est obsédé par les vampires et fasciné par tout cet univers. Après avoir fini ses études au collège Eustis Middle School, il commence à étudier au lycée Eustis. À Eustis, sa mère se remarie avec un artiste tatoueur, Darren Breven. Je ne sais pas trop s'il s'entendait bien avec son beau-fils, mais il me semble que leur histoire n'a pas duré très longtemps. Farrell rencontre Heather Wendorf et les problèmes deviennent réels. Heather est la fille de Naomi Ruth Rain, une volontaire à l'école, et de Richard James, un directeur d'entrepôt. Elle a aussi une sœur de 2 ans de plus qu'elle. Heather est une adolescente punk qui a les cheveux longs, teints en violet, elle s'habille de noir et porte une grande chaîne de chien autour de son cou. C'est une rebelle. Lorsque les deux adolescents se rencontrent, cela match immédiatement et leur lien est si fort qu'ils résistent au déménagement de la famille Farrell. Ils continuent de s'appeler très régulièrement, même trop souvent puisque les parents d'Heather lui interdisent le téléphone. De retour à Murray, Farrell étudie au lycée Calloway County High School et son comportement est de plus en plus bizarre et grotesque. Il se prend pour un vrai vampire immortel, se laisse pousser les cheveux au niveau des épaules, les teint en noir corbeau, aime la mode gothique et s'habille de façon sombre. Il continue de se blesser volontairement afin de boire son propre sang et a pour habitude de traîner dans les cimetières la nuit. Expulsé de son lycée, il se met à ingérer beaucoup de médicaments qu'il mélange avec l'alcool.
Médicaments plus alcool, ça ne fait jamais bon ménage. Ferrell rencontre Steven Jaden Murphy, c'est un leader de 18 ans d'une petite communauté de vampires composée de 30 personnes. Ferrell, qui était déjà fan des jeux de rôle, tels que Dungeons and Dragons and Vampire the Masquerade, rentre définitivement dans le cercle des vampires avec cette rencontre. Ferrell prend tout ça très au sérieux, et peut-être même trop au sérieux puisqu'il perd tout contact avec la réalité. Son vrai nom à lui est Visago. Il a plus de 500 ans et a vécu dans l'ancien Paris. Selon lui, il est né là-dedans et il a déjà vu une femme se faire sacrifier par des vampires alors qu'il n'avait que 5 ans. Ferrell se lie d'amitié avec d'autres adolescents et il les convertit à son mode de vie de vampire. Ensemble, ils se mutilent et boivent le sang les uns des autres, ils s'habillent en noir et écoutent de la musique gothique. Au cours des différents rites avec Murphy, Ferrell se lie d'amitié avec un autre adolescent du nom d'Howard Scott Anderson. Ils sont rejoints par une fille plus âgée qu'eux, Dana Lynn Cooper, qui a des problèmes de poids. Et à cette époque, Ferrell a une petite amie qui s'appelle Charity Keys. Ensemble, ils n'ont qu'une préoccupation, se rassembler dans les cimetières ou dans les bois pour s'automutiler, donc se couper avec un rasoir et boire le sang des uns des autres. Souvent, leur rituel se transforme en véritable orgie sexuelle et parfois, il y a aussi des sacrifices de petits animaux. Petit à petit, Murphy, Anderson, Ferrell et Cooper se détachent du monde réel. Ils ne traînent qu'entre eux, n'ont pas d'autres amis et ils ont pour repère une sorte de bunker abandonné qu'ils ont appelé, mais aussi tagué, The Vampire Hostel, l'hôtel des vampires. Au début, je vous ai parlé des avances sexuelles que la mère de Ferrell avait fait à un adolescent de 14 ans lorsqu'elle en avait 35. L'adolescent en question s'appelle Murphy et donc le petit frère de 14 ans de Murphy. Murphy l'apprend, il ne veut plus être ami avec Ferrell et il va même jusqu'à le bannir du club. Ce qui déclenche une violente dispute entre les deux adolescents. Quand je dis violent, c'est vraiment violent puisque Ferrell a été hospitalisé après avoir été battu. Sandra a bien évidemment été dénoncée par la mère des deux Murphy pour tentative de violence sexuelle sur un mineur. Je n'ai pas l'impression que cette accusation a été plus loin que ça. Le matin du 16 octobre 1992, dans un refuge pour animaux à 280 km au sud-est de Louisville, un travailleur découvre que les cages des animaux sont ouvertes. Certains se sont échappés, puisqu'ils avaient été battus, et d'autres sont décédés, complètement mutilés. Ferrell est arrêté pour cambriolage, intrusion et cruauté envers les animaux. Il est relâché très rapidement. Il est toujours en contact avec Heather. Heather Wendorf, la fille punk un peu gothique. Ils ne peuvent plus se téléphoner, donc ils s'écrivent des lettres. Dans l'une de ces lettres, Heather lui confie que ses parents la maltraitent, qu'elle vit un véritable enfer. Pour une personne qui aime les vampires, ça devrait lui plaire. Et que son seul souhait est de s'enfuir de chez elle pour rejoindre le club des vampires. Hop hop hop, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd ça. Ferrell veut être le héros qui la sauve. En novembre 1996. Ferrell, âgé de 16 ans, sa petite amie Keys, âgée aussi de 16 ans, Anderson, âgé de 17 ans, et Cooper, qui a 19 ans, se rendent chez Heather Wendorf. Après avoir sauvé Heather à Eustis, leur but est de conduire jusqu'à la Nouvelle-Orléans pour aller vivre dans la maison des vampires. Les 5 adolescents se donnent rendez-vous dans le fameux cimetière hanté. Pas très étonnant. Le 25 novembre 1996, Ferrell et son bras droit, Anderson, se rendent chez Naomi, 54 ans, et Richard Wendorf, 49 ans. Dans un premier temps, ils veulent seulement voler leur voiture pour se rendre en Nouvelle-Orléans. Les deux adolescents s'introduisent par le garage ouvert. Ferrell récupère un pied de biche. Et il se dit « Je vais tuer toute la famille ». Richard est en train de dormir dans le canapé du salon. Ferrell le bat à mort, lui fracturant le crâne et les côtes, et des morceaux de son crâne ont été retrouvés un peu partout. Ça a dû être très violent pour que ça puisse être projeté. Naomi, qui était en train de prendre sa douche, sort quelques minutes plus tard en peignoir. Elle a une tasse de café dans la main. Lorsqu'elle tombe sur les deux adolescents, elle est surprise, certainement apeurée, donc sans faire exprès, elle sursaute et elle lâche sa tasse de café chaude sur Ferrell, ce qui lui fait
pété un câble, il la frappe à mort à la tête avec le pied de biche. Une fois qu'il les avait tués, Farrell a bu le sang qu'il y avait sur le sol. Puis il a allumé une cigarette et s'en est servi pour brûler le torse de Richard en inscrivant la lettre V pour la signature du club vampire. Avant de partir, Farrell vole de l'argent ainsi que des bijoux. Il récupère les clés de la voiture, une Ford Explorer 93, et les deux adolescents s'en vont. Apparemment, Heather n'était pas au courant de ça, puisque lorsque les deux adolescents étaient chez elle, elle était chez son petit ami actuel, avec les deux autres filles du clan vampire, afin de le quitter. Pour couvrir au maximum les traces, ils avaient échangé les plaques d'immatriculation et après 4 jours de route dans 4 états différents, le groupe arrive en Nouvelle-Orléans. Jennifer, âgée de 17 ans, a découvert ses parents sans vie, complètement massacrés, quelques heures seulement après le crime. Elle appelle immédiatement le 911. Étant donné qu'elle connaît tous les amis un peu étranges de sa sœur, les autorités savent directement qui ils recherchent. Donc ils lancent un mandat d'arrêt contre ce club vampire. Le groupe d'adolescents ignore complètement qu'il y a un mandat d'arrêt contre eux. De son côté, Charity Keys appelle sa grand-mère depuis une cabine téléphonique pour lui demander de l'argent afin qu'il puisse s'enfuir. Sa grand-mère, qui sait que le groupe est recherché par les autorités, prévient les policiers et donne leur emplacement. Ils sont dans un motel à Baton Rouge. Le 29 novembre 1996, les adolescents sont arrêtés, sont mis dans la prison de Baton Rouge pendant une semaine avant d'être extradés en Floride. Farrell avait aussi volé la carte de crédit de la famille afin de pouvoir mettre de l'essence dans la voiture. Le soir même, au département de police de Baton Rouge, dans la salle d'interrogatoire, Farrell reconnaît sa responsabilité devant le sergent Ben Odom et les détectives Dennis Moran et Mark Dewey. Froidement, le garçon décrit en détail son double assassinat. Les autres membres du club sont interrogés un par un de manière séparée et apparemment Heather était au courant de ce que Farrell voulait faire. Elle avait essayé de l'en dissuader et lui avait dit de ne pas tuer ses parents, qu'elle ne voulait pas qu'il les tue. Cependant, ce dernier ne l'a pas écouté. Quand Farrell a été arrêté et escorté, menotté par les autorités fédérales au siège de la police, un journaliste qui avait un microphone sur lui a demandé s'il avait quelque chose à dire devant les caméras. Farrell a répondu « Oui, Dieu bénisse l'Amérique ». Dans cette affaire, on remarque que Farrell adore l'attention et dès qu'il y a des photographes ou des journalistes autour de lui, il en joue énormément. Le 17 décembre 1996, Roderick Justin Farrell et Howard Scott Anderson sont identifiés comme ceux qui sont directement responsables. Alors qu'Heather Wendorf a été acquittée de toutes les charges par un jury, faute de preuves. Charity Keys, de son côté, qui était enceinte de 2 mois lors de son arrestation et qui a avorté quelques semaines plus tard, a pris 10 ans et 6 mois de prison. Et Dana-Lynn Cooper écope de 17 ans et 6 mois de prison. Grâce à Farrell, qui a dit qu'Howard Scott Anderson était à peine entré dans la maison, ce dernier écope de la prison à vie. Le procès de Farrell commence le 12 février 1998. Il plaide coupable au chef d'accusation sans montrer aucun signe de remords. Les avocats de la défense, Candace O'Frone et William Lackey, tentent de convaincre le jury que le jeune âge ainsi que le syndrome d'Asperger de leur client pourrait être un facteur atténuant. Ils mettent aussi en avant son extrême trouble mental et émotionnel. L'un des psychiatres de la défense révèle également que l'âge émotionnel de Farrell est égal à celui d'un enfant de 3 ans. Le 27 février, il est condamné à mort par chaise électrique. Avant le délibéré final, le juge Lockett se tourne vers Farrell. Il lui dit qu'il pense que c'est un adolescent sérieusement perturbé, mais que ce n'est pas de sa faute. La personne à blâmer serait ses parents, en particulier sa mère, puisque c'est elle qui lui a transmis cette obsession morbide pour les vampires. Elle aurait dû se rendre compte que son fils faisait des choses bizarres et essayer de l'arrêter. Elle ne l'a pas fait. Il insiste quand même que malgré son enfance chaotique, cela ne justifie en rien les meurtres qu'il a commis de sang-froid et surtout avec préméditation. Heather et Jennifer Wendorf, de leur côté, ont hérité d'1 demi-million de dollars pour la mort de leurs parents. En prison, Farrell ne s'arrête pas. Il continue de faire vivre sa lubie vampirique. Il convertit d'autres prisonniers, ensemble ils se coupent et ils boivent leur sang respectif.
jusqu'au 10 novembre 2000, détenait le record du plus jeune condamné à mort dans le couloir de la mort. Puis, la Cour suprême de Floride l'a transformé en peine de prison à vie. Cette décision a été prise le 8 juillet 1999 lorsque la Cour suprême a jugé qu'un État ne pouvait condamner à mort quelqu'un pour des crimes qu'il avait commis avant 17 ans. Charity Keys a été libérée de prison le 23 mars 2006 et Dana Lynn Cooper a été libérée 5 ans plus tard, le 15 octobre 2011. Le 15 janvier 2013, Ferrell et Anderson se sont vus rejeter leur dernière tentative pour obtenir une peine alternative à la peine à perpétuité. Howard Scott Anderson est détenu dans l'établissement correctionnel Calhoun, c'est situé à Blountstown en Floride. De son côté, Roderick Justin Ferrell est détenu dans l'annexe de l'établissement correctionnel Columbia à Lake City en Floride. Voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous la connaissiez et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.